Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis de Radio M, bonsoir. Nous sommes mercredi, il est 18h, c'est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire, le Café Presse, politique que j'ai désormais le plaisir d'animer. Succédant ainsi aux meilleurs, Souhila Ben Ali, Khaled Drarni et J'ai jamais été présentateur du Radio qui piaffait Qadi Ihsan qui piaffait d'impatience, dit-il, de reprendre sa place de commentateur. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas car j'appartiens plutôt à la tradition de la presse écrite et plus particulièrement à celle du reportage. Je m'appelle Day Khadridi, je suis reporter depuis l'âge de 20 ans, je suis aussi auteur d'un livre consacré à l'impact des années 90 sur le tissu urbain. Voilà. De la ville d'Alger, paru en 2006. Pardon, voilà. La tradition de l'écrit. Alger blessée et lumineuse, je suis aussi membre fondatrice de cette radio, Radio M, et du site Maghreb Émergent. Autour de nous aujourd'hui, nous avons Hassan Mouali, Saïd Jafar, Qadi Ihsan, Abed Sharaf et Hassan Wali. Bonsoir. D'habitude, on demande toujours l'image de la semaine. Donc, on va commencer par Hassan Mouali. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? Je crois que, comme tout le monde, c'est l'image spectaculaire du kidnapping, j'allais dire, de l'officier du DRS par Anis Rahmani. C'était carrément hallucinant hier. Donc voilà, je pense que c'est ça. Kidnapping. Enfin, kidnapping, c'est trop dire en fait. D'accord. Voilà, un officier du DRS qui s'est pris dans une situation abracadabrante par un journaliste. Donc d'habitude, ce sont les agents du DRS qui interrogent les journalistes, mais cette fois-ci, c'était le contraire. On avait l'impression que, du moins par rapport à l'enregistrement que tout le monde a écouté, c'était un journaliste qui avait pratiquement menacé l'officier du DRS qui le suppliait un petit peu. Donc c'était une image qui m'est restée. Voilà. D'accord. On reviendra plus longuement dans cette première partie du CPP sur ce sujet. Saïd Jafar. Alors aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de la mort de mon confrère Sidi Ali Ben Mechiche de l'APS. C'était au niveau de la DGSN en octobre 1988. Et je ne peux pas ne pas mettre en liaison avec ce qui se passe avec la disparition et probablement l'assassinat de Adnan Khajarji en Turquie, qui est rentré dans le consulat saoudien et il n'est plus réapparu. Voilà. Donc, bon. Oui. Le dur métier de journaliste, octobre 88, que notre cher Premier ministre a qualifié de début de l'anarchie dans ce pays. C'était mon image de la semaine, on ne s'est pas parlé à Saïd, mais bon voilà, disparition des journalistes dans un consulat saoudien en Turquie, jusqu'où ira MBS, le modernisateur fou de l'Arabie saoudite, c'est une vraie question. Abed Sharaf, votre image de la semaine ? C'est le 10 octobre. Le 10 octobre, c'était le moment clé des événements d'octobre 88, donc la fusillade devant la DGSN, et puis c'était plus personnel, c'est la disparition de Sidi Ali Ben Mechiche. Donc, moi j'ai travaillé à l'APS, j'étais formé à l'APS, et Sidi Ali Ben Mechiche était de ma génération. Il est mort ce jour-là. Oui. Sniper, il faut rappeler, il a pris une balle de l'armée. Enfin, il n'y a pas eu d'autopsie aussi. Ça fait partie de ces choses-là. Il n'y a pas eu d'autopsie. On ne sait pas exactement comment, si c'est une balle ou plusieurs. Voilà. Hassan Wali. Moi, je vais essayer d'être un peu positif. Hein? Pas moins pessimiste, en tout cas optimiste. C'est les familles qui vont au stade de 1er novembre de Tizi Ouzou assister à chaque week-end à un match de foot.
Et du coup, ça change complètement le comportement des supporters. Il y a moins de violence. Ça permet aux femmes de prendre leur espace naturel aussi, aux côtés des hommes, dans les stades, parce qu'elles adorent le football. Elles aiment sortir voir le spectacle. Et ça se passe plutôt bien. Il faut que ça se généralise. Pour l'instant. Très bien. Bon, ben c'est bien. Essayons d'être positif. Il y avait l'épouse de l'ambassadeur des États-Unis au stade du Saint-Juillet pour Mouloudi Ayosma. Avec l'ambassadeur. Bon, ben celle-là. Non, Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, façon de Commentaire dire. misogyne, pas accepté. En dehors de ça, c'est la femme de l'ambassadeur des États-Unis. On la voit un peu partout. Moi, j'en ai un peu marre de les voir tous les deux. Pas la femme, mais le couple US. Mais bon, revenons à nos moutons. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans ce qui habituellement s'apparente au temple du sommeil et de l'harmonie, l'Assemblée populaire nationale algérienne, cette alcôve géante de tous les acquiescements, subitement secouée depuis 2 semaines de soubresauts. Alors, ce qui s'est passé à l'APN depuis 2 semaines a l'air d'avoir des ricochets dans la presse. L'affaire dont a parlé Hassan Mouali entre le directeur du plus grand groupe, je crois, c'est le plus grand groupe médiatique. C'est la télé la plus suivie selon les sondages, c'est tout. Voilà. Sur TV, oui. C'est la deuxième télé la plus suivie. Oui. Nahar. Donc, est-ce que Saad Jafar, est-ce que tu peux d'abord nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un article dans le site qui s'appelle H24, qui appartient à Nahar, et il y a eu un article écrit par un journaliste qui en fait disait que fait le département de Tartak au sujet de l'APN, en suggérant qu'il fait pas bien son travail, entre guillemets, le patron des services de renseignement actuellement, qui a remplacé Toufir. Et l'article dit qu'en fait, compte, l'histoire de l'APN, du temps de Toufir, ça se réglait en 5-5. C'était une suggestion très directe, un reproche implicite, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le boulot de la police politique qui est censé lui être confié. Et deuxièmement, puisque le même Nahar a fait une telle campagne contre Toufir en disant il ne retrouve pas ses droits, il ne retrouve pas les fonctions des services, là il lui demande à Tartak d'outrepasser ses fonctions et de manipuler l'APN pour régler ce problème. Voilà. Il demande une intrusion des services à l'APN. Résultat des courses, quelques jours après, ce Smaïl, qui est colonel, appelle le patron de Nahar et lui demande Monsieur Anis Rahmani, il lui demande de retirer l'article, et puis ça s'enflamme. Mais ce qui était intéressant, c'est que, et comique, c'est que ce qui était une pratique des services de renseignement, c'est-à-dire enregistrer les autres pour un peu les mettre dans l'embarras, ça c'est Anis Rahmani qui enregistre un colonel des services et il diffuse ça, et il présente l'arrestation du journaliste qui a écrit l'article comme étant un enlèvement, et il dit même qu'il va poursuivre Tartak en justice. Voilà pour les faits. Mais l'officier des renseignements lui demande de lui envoyer le journaliste. Il lui dit c'est ça. Ça, c'est là aussi, c'est une des vieilles habitudes des services, ce qu'on appelle, entre guillemets, convoquer le journaliste. Voilà. Il convoquait le journaliste, soit pour le réprimander, soit pour le menacer, soit éventuellement pour le briefer, pour lui dire « moi j'ai entendu un journaliste sur une radio étrangère faire une explication il faisait presque le porte-parole du DRS en disant que tout ce qu'il voulait, c'est ramener le journaliste pour lui dire qu'aujourd'hui, les services n'interviennent plus dans le jeu politique. C'était amusant quand même de l'écouter. C'était sur France 24.
pour ne pas lui le donner une souligner. leçon de journalisme. En Ah, fait. c'était remarquable, là. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est-à-dire nous on est des journalistes et on écoute cette conversation que Anis Rahmani a mis en ligne sur son site. Je sais pas, moi ce qui m'interpelle. Moi, j'ai pas de gorge profonde, je sais pas qui est qui dans cette affaire, mais j'entends, j'écoute le signifié, il y a le sens de la conversation et il y a la forme, il y a la voix d'Anis Rahmani, le journaliste, qui est très énervé et qui lui dit non, la convocation, l'état de droit, qui est très très énervé. Et l'autre qui est très onctueux, qui lui dit ya khouya Anis, ya khouya Anis, hamar li wajhi. Qu'est-ce que Abed Sherif, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut penser de Anis Rahmani, hein, mais en tout cas le Anis Rahmani qu'on a écouté, c'est le directeur d'un journal. Oui. Il est sur une position de principe. Est-ce que l'article, indépendamment de ce qu'on peut penser d'Anis Rahmani, il dit l'article je n'enlève pas. D'abord, il dit comment ça j'envoie un journaliste, on voit un journaliste. Vous avez un problème avec le journaliste, vous le convoquez, il va chez le procureur, pas chez vous. Il défend son journaliste. Peu importe de ce qu'on peut penser d'Anis Rahmani ou d'An-Nahar. Mais ce qui est quand même dingue, c'est que le colonel qui dirige le fameux centre Antar, qui faisait trembler des milliers d'Algériens, on ne pouvait pas, à un moment dans l'histoire récente de ce pays, on ne pouvait pas prononcer même le nom de cette caserne. Parce que c'était un endroit redouté, redoutable. Et là, c'est quand même inquiétant d'entendre le patron de ce centre, qui est un officier des services de renseignement, supplier quelqu'un. Mais pourquoi vous dites inquiétant? Qu'est-ce que je veux dire, dans le sens où comique, tragicomique, peut-être. C'est inquiétant dans le sens, il n'a pas appelé, il n'a pas à dire tu m'envoies le journaliste, je le relâche le soir. C'est pas normal. Mais en même temps, il suppliait quand même Anis Rahmani. C'est-à-dire, les rôles se sont inversés par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques années. Est-ce que ça vous aurait pas fait penser à une mise en scène, peut-être? Non, moi je ne crois pas à des mises en scène, je ne crois pas à ça. C'est une vraie question, oui. Je ne pense pas, non, je ne pense pas. Moi, Mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que est-ce que dans quelle situation est aujourd'hui le patron des services, Béchir Tartar? Ce qui est hallucinant dans l'histoire, c'est vrai que c'est la posture de ce fameux colonel Smaïl, parce que c'était pratiquement pitoyable. C'est comme s'il suppliait Anis Rahmani, qui avait le beau rôle de dicter sa loi, de crier. Non, il n'est pas. D'ailleurs, à un moment donné, si vous vous rappelez, il parlait de M. Béchir Tartak, qui est patron des services, et il dit par son prénom. Qui fait Béchir dire les Hagda. Donc, à un moment donné, on se pose la question, mais lui, il n'est qu'un journaliste. Avec tout le respect que je dois. Non, attends, il n'est qu'un journaliste, ça diminue du non, journaliste. Il n'est que. Non, pas ça. Je suis journaliste, je sais ce que. Il était le directeur d'un journal, il était face à une situation où il était obligé de défendre son journaliste. Dans d'autres situations, et quelqu'un d'autre aurait dit pas de problème. Hassan, faisons la part des choses. Il y a la manière dont on a voulu interpeller le journaliste, elle est inexcusable. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais de mémoire de journaliste, je ne me souviens pas que le DRS ait kidnappé et pris un journaliste comme ça dans la rue ou alors était venu le prendre dans sa rédaction. Ça ne s'est jamais produit. Le 10 octobre 88, ça m'est arrivé à moi. Je ne sais pas. Et j'ai été emmené à la caserne Antar. J'étais jeune à l'époque. Donc il y a des précédents. À 88, j'étais jeune, je ne sais pas. Mais je parle de 95 du mois jusqu'ici. On est en train de parler d'un journaliste, d'un journal, et comme si nous étions dans une situation normale avec des relations normalisées. Non, justement. On est dans un monde qui est totalement différent. Cette affaire-là, à mon avis, c'est le deuxième étage de l'affaire Bouhadja. Oui, absolument. L'homme qui est visé dans cette histoire, dans l'histoire de l'APN, dans l'histoire du journaliste de Nahar, c'est Tartak. C'est le patron des services, c'est l'un des hommes clés du pouvoir. Moi, je pars d'un schéma qui est relativement simple. Le président Bouteflika n'exerce plus son pouvoir.
disons, ses prérogatives constitutionnelles pour rester dans une terminologie acceptable. Et donc, des cercles, des groupes se sont accaparés ce pouvoir-là. Il y en a qui l'ont fait du fait de leur fonction, où Yahya est Premier ministre, donc il essaye de prendre les prérogatives du Premier ministre, Gaïd Salah, etc. Tartak a un rôle à jouer, et il y a le pouvoir informel, le pouvoir qui est celui de faire et de défaire. Et ces cercles-là sont dans une situation où ils sont en train de négocier l'après-Bouteflika. Et ça ne marche pas. Il y a un désaccord. Évidemment, c'est mon point de vue, c'est mon analyse de cette situation, je peux l'étayer par beaucoup d'arguments. Un des hommes qui pose problème, c'est Tartak. Et on est en train de faire sortir Tartak du bois. On tire sur Bouhadja. Moi, ça m'a frappé la ressemblance avec le duo Betchin-Zerouel. On tire sur Betchin pour dégommer Zerouel. Et donc là, on a tiré sur Bouhadja. Et on avait cette question qui était posée tout le temps, mais pourquoi ils veulent que Bouhadja parte? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est? En dehors du fait qu'il est dans un poste, il n'a ni pouvoir, ni réseau, ni une production politique, intellectuelle, ni une capacité d'emmener des hommes. Pourquoi? Et là, on découvre pourquoi. Le pourquoi, c'est que Bouhadja fait partie d'un réseau, et ce réseau-là, apparemment, il aboutit chez Tartak, et Tartak devient le nœud du problème, même si il peut y avoir un deuxième étage qui va être révélé plus tard. Moi, je ne pense pas que la finalité soit à Tartak. D'ailleurs, j'ai même entendu dire qu'il serait malade, je ne sais pas, ça reste à confirmer. Mais revenons sur ce papier de Alger 24. Juridiquement, il y a un souci. Un journaliste ne pose pas des questions. Pourquoi le DRS n'est pas pardon, laisse-moi terminer. C'est ça le problème. Tu supposes qu'il a agi en tant que journaliste? Non, du tout. Mais du tout. Tout est inspiré. Voilà. Ismaël Djerbel, je n'ai jamais entendu parler de lui, je ne le connais même pas, ce journaliste. Il écrit bien. Mais je ne parle pas de sa plume. Je ne parle pas de sa plume. Mais un papier comme ça, c'est un papier inspiré, c'est clair, c'est un papier inspiré qu'on a inspiré même à Nahar et à Anis Rahmani. Donc ça ne vient pas de Nahar, je suis certain. Mais c'est vrai que juridiquement, moi, ça pose problème. Il demande au chef du DRS pourquoi tu n'interviens pas. Alors que politiquement, éthiquement, les services ne doivent pas interférer dans les affaires politiques. En plus, politiquement aussi, il y a un climat vicieux en ce moment. Pourquoi en rajouter? Déjà, on a la crise de Bouhadja à la peine. Tu interpelles Tartak alors que l'homme... Bon, c'est ton point de vue, Abed. Il est complètement effacé. Je ne pense pas qu'on prête beaucoup de force à Tartak en ce moment. C'est le président Bouteflika qui l'a placé quand même. Donc tout le monde est d'accord pour dire que l'ex-DRS a été dévitalisé. Il est mis au service du président. Donc je ne pense pas, je ne suis pas convaincu que Tartak puisse s'inscrire dans une autre logique que celle d'un 5e mandat éventuellement. Ersan, toi, tu penses dans quelle mesure l'affaire de Bouhadja, la continuation Ne serait-ce que par le papier qui a tout déclenché. Le papier, c'était un papier en liaison avec la crise à l'Assemblée nationale et donc en liaison avec le départ ou pas de Bouhadja. Donc Nahar, effectivement, comme l'a dit Saïd au début, a l'air de ne pas être content de la façon dont est gérée cette affaire par les services. Et on se rappelle bien que les services, du temps du général Toufir, avait une capacité à sortir des solutions, à influencer les protagonistes, de sorte à ce qu'il n'y ait pas un blocage de ce type-là. Il y a une non-gestion, en tous les cas, et c'est un peu le reproche de l'article. Moi, je retiens un grand moment. Hein. Pour moi, c'est un très, très grand moment. Il faut dire aux Algériens que c'est comme ça que ça se passe dans leur pays. C'est important. Il faut qu'ils comprennent. Ça, c'est vraiment... Anis Rahmani, merci. Il nous a mis publiquement en face du fonctionnement des médias. En règle générale, les médias, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire il y a une officine qui appelle et qui va faire pression. On appelle plus certains médias que d'autres. On sait que ça se passe plus dans la connivence avec certains médias qu'avec d'autres. Il y en a avec qui ça va être d'entrée conflictuelle. On s'attend à ce qu'il y ait une opposition, un refus. Mais on a quand même un document historique
de mon point de vue, qui montrent comment ça se passe, que les médias, les officines demandent de retirer, font pression, menacent, même si dans les langages c'est très feutré, etc. Ça, c'est un grand moment. Mais est-ce que c'est pas justement parce que c'est Anis Rahmani lui-même qui peut-être fait, je veux dire, c'est pas n'importe quel média. Le problème, il est délicat quand même. Moi, j'ai un peu peur d'être dans la position de quelqu'un qui tire sur une ambulance en le disant, mais c'est très délicat. Alors, c'est le deuxième moment. Le deuxième moment. Parce que c'est Anis Rahmani, c'est pas n'importe quel alors, média. Anis Rahmani est dans le rôle. N'importe lequel. Anis Rahmani, aujourd'hui, pour moi, qui est-il? J'essaie de transporter un petit peu la mémoire du Café Presse Politique qui a démarré en février 2014. Et la première émission du Café Presse Politique, je ne sais pas si vous vous rappelez, Abd Saïd était là, c'était la déclaration de Saïd Hani qui descendait en flammes le général Tawfiq. C'était le premier acte, on va dire, de désacralisation de ce, entre guillemets, Arb Zer, qui pour moi n'a jamais été réellement Arb Zer, qui était désacralisé par le secrétaire général du FLN. Et on se posait la question au CPP de savoir, au CPP naissant, autour de Souheila Ben Ali, de savoir s'il va y avoir des représailles ou pas. Il n'y a pas eu de représailles. Hein. Au bout du compte, au bout du compte, c'est Tawfiq qui est tombé. Bien avant Saïd Hani. Et donc, moi, je pense que c'est ce processus-là de dévitalisation des services engagé par la présidence qui aujourd'hui arrive à un seuil qui n'est pas celui qui était désiré. Parce que la présidence a besoin quand même d'un bras politique qui est Belkasketa, qui lui permet de faire passer ses projets. Et ce bras politique qui peut lui faire passer ses projets, il s'est tellement démonisé qu'on en arrive aujourd'hui à des conflits en interne, parce que pour moi, ce sont quand même un peu deux ailes, je dis beaucoup merci. Anis Rahmani, c'est presque un peu une discussion entre confrères, entre lui et le colonel Ismail. Donc on ne va pas se laisser duper par cela. Enfin, le rôle qu'a joué Anis Rahmani depuis des années. Surtout pendant les années 90. Ah, oui, oui, déjà, mais en tant qu'éditeur, c'est pas l'objet. Mais aujourd'hui, on est dans cette situation-là où on a une forme de deuxième mort des services de sécurité. Maintenant, je pense qu'on va en parler en deuxième partie du CPP, on a commencé à anticiper dessus, les débats, les enjeux du 5e mandat vont faire peut-être en sorte qu'on sera obligé d'exhumer à nouveau le DRS. Juste un élément, c'est-à-dire, pour en ce qu'a dit Abd Sharif, c'est que le papier en question suggère une chose, en plus du fait qu'il y a la nostalgie de la police politique, il suggère une chose, c'est de dire que les services spéciaux n'accompagnent pas la fronde des députés contre Bouhadja. C'est-à-dire qu'il a supposé que la fronde a été téléguidée, je ne sais pas, de la présidence, mais je mets ça entre parenthèses, et que dans ce cas-là, les services de Tartaï sont plutôt soit ils observent, soit ils appuient Bouhadja, ils disent tu résistes. C'est ce qui suggère l'article, c'est ce qui pose problème. Et bien évidemment, ça renvoie direct au chef des services. Quelle est sa position? C'est quoi son rôle dans cette... Le faire sortir du bois. Je pense que c'est Saïd qui a utilisé. C'est Abd. Pourquoi il n'est pas impliqué dans cette bataille? Pourquoi il n'accompagne pas cette rébellion? Peut-être que la réponse, moi j'ai utilisé ce matin une formule, c'est, vous savez, dans sciences politiques, il y a un Américain qui s'appelle David Easton. Il décrit le système politique comme étant une boîte noire dans laquelle rentrent des inputs et après, il les sort en output. Le problème, c'est que la boîte noire est devenue un trou noir. Et donc, même Tartag ne sait pas ce que demande la présidence. Moi, je suis enclin à le penser. Parce que c'est un trou noir, le pouvoir actuel. Vous oubliez non. Moi, j'ai envie de rappeler 2-3 choses. Bernard Bajolet nous a dit que le président Bouteflika est maintenu en vie de manière artificielle. Je pense qu'il faut prendre cette déclaration au premier degré. Le président Bouteflika n'a plus aucune vitalité. Donc, le pouvoir s'exerce ailleurs. Deuxième déclaration, M. Bouhadja a déclaré « Aït li wahed min la présidence ou gali ma démissionné ». Qui?
Il suggère que c'est le Bouteflika. Si c'est pas Bouteflika, ça ne peut être que Tartag. Donc, Non, on dit que c'est Zéari. troisièmement, le fameux article de Algérie 24, c'est une. Il somme Tartag de se déterminer. De se déterminer. Absolument. Ouais. C'est la lecture que je fais. Et donc, visiblement, moi j'en conclus de manière très simple que c'est Tartag qu'on invite à se déterminer par rapport à un enjeu, à mon avis, qui n'est pas le 5e mandat, parce que le 5e mandat, c'est une chose relativement facile. Mais c'est pas facile, Bark. C'est la solution la plus facile. Parce qu'elle évite de faire un choix pour les 15 ans qui viennent. Donc c'est un statu quo temporaire pour le 5e mandat. À la limite, on peut être d'accord. Mais c'est la suite qui est négociée, qui est en train d'être négociée et qui pose un sérieux problème. Ça nous met tous dans cette histoire, visiblement. Non, mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, le fameux papier de AG24, c'est un média qui interpelle le patron des services. Il lui dit pourquoi tu n'interviens pas. C'est pas un média normal. Il faut quand même remettre les choses en place. Ce n'est pas Maghreb émergent quand même. C'est pas un média normal. C'est un média du pouvoir, proche de certains clans du pouvoir. Voilà, donc on ne peut pas prendre de manière trop neutre. Mais Anis Rahmani est un journaliste. Al-Nahar, c'est une chaîne télévision jusqu'à preuve du contraire. Non, Al-Nahar n'est pas un média. Al-Nahar, c'est une arme politique. Il faut quand même le dire. C'est une arme politique qui attaque des hommes politiques et des femmes politiques. Si vous vous souvenez comment ils ont traité Louisa Hanoun, c'était horrible. On n'est pas dans le journalisme, on est dans la guerre. Mais lui, il se met dans la posture d'une victime. Hier, on l'a entendu, il s'est mis dans la posture d'une victime. Nous sommes des journalistes. Mais personne n'est dupe. C'est clair que l'appel de ce colonel Smaïl fait partie d'éthique habituelle des gens des services. Je te convoque avant c'était Ben Aknoun, etc. Je te convoque, mais sur le fond, Anis Rahmani répondait comme un collègue à ce type-là. Absolument. Ce n'est pas en tant que patron de presse. Il avait l'assurance et c'était un type qui était dans une autre aile du DRS pour utiliser les choses de manière concrète. Voilà. Donc c'est pas vrai que c'est un type de média. Il a déposé plainte. Il a déposé plainte contre le DRS. Et la plainte a été acceptée. Ouais. Est-ce que c'est une première? C'est hallucinant. Bien sûr, c'est une première. Je ne connais pas de plainte contre le DRS qui. En fait, je ne dirais pas que c'est une première ou c'est historique, ça renseigne quand même sur l'état de décomposition de ceux qui dirigent ce pays depuis, en tout cas des structures qui dirigent ce pays. Ça reste historique. C'est une bonne chose quand même. Bien sûr que c'est une bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Non, c'est une bonne chose. Non, mais il ne faut pas se voiler la face parce que c'est un clan contre un autre. C'est une bonne chose si toutes les institutions fonctionnaient bien. Demain, on pourra s'appuyer sur cela pour dire voilà, ça va être un précédent. Je ne sais pas si les jurisprudences fonctionnent en Algérie. Je suis pas vraiment très. L'optimisme d'Ihsan est proverbial, mais bon, je suis pas d'accord sur. C'est bon, je pense qu'on va quand même porter. Il dit que c'est une preuve qu'il y a l'Algérie est un état de droit, la loi est au-dessus de tous. Mais c'est un état de droit, mais de la part d'un journal qui appelle la police politique à intervenir sur la PN. Donc voilà, on est en plein mélasse du régime. Bon, restez avec nous, la mélasse va continuer. Pour la deuxième partie, nous continuerons sur la PN et Saïd Bouhadja. Merci. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs,
téléspectateurs, nous revoilà avec cette charmante congrégation de moustachus, brillantes têtes qui vont essayer de nous expliquer ce qui se passe à l'Assemblée. Non, pourquoi? Je le dis affectueusement. Alors, qui vont essayer de nous expliquer ce qui se passe à la crise institutionnelle. Est-ce que d'abord c'est une crise? Ça en a tout l'air. Institutionnelle qui se passe à l'Assemblée nationale populaire. Saïd Bouhadja, le président de l'Assemblée, refuse de démissionner alors qu'il est sous la pression des députés de la majorité parlementaire. Alors moi, expliquez-moi d'abord s'il y en a qui ont compris, parce que si j'ai bien compris, les raisons pour lesquelles on veut le faire démissionner n'ont pas été rendues publiques. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi on veut le faire partir? Si, quand même, on lui reproche la gestion de l'Assemblée nationale. La gestion, mais c'est vrai que c'est de l'argent. Oui, de l'argent, oui, des frais de mission et tout. Mais quoi, les frais de mission? Il a volé de l'argent? Non, d'avoir mis fin aux fonctions du secrétaire général, qui serait leur copain au FLN. Voilà. Mais donc, il a répondu en disant, moi j'ai trouvé des députés avec 5 voitures. Donc il a montré que les députés c'était pire que ce qu'on lui reprochait. Donc l'argument de la mauvaise gestion ne tient pas du tout. Moi, on est partisan de l'éliminer. Voilà. La bonne ou la mauvaise gestion administrative de l'Assemblée n'aurait pas suscité une telle crise. Ça a été un prétexte. Il fallait un pour engager la c'est une étincelle. Après ça, d'un bon prétexte. Mais moi, je pense que ce qui se passe à la peine n'est pas la crise. Elle est l'expression d'une autre crise, qui est encore plus profonde. Il ne faut pas oublier quand même dans le contexte dans lequel se déroule cette crise, cette tempête. On est à 6 mois d'élection présidentielle. Une présidentielle dont les contours ne sont pas du tout clairs. C'est quand même, il y a un flou politique. Il y a on est dans un brouillard total. Et là, la crise prend une autre forme. On est dans un autre désordre institutionnel. Pourquoi? Ça montre une chose, ça confirme en tout cas une chose, que le premier chef ne tient plus ses troupes, il ne gouverne plus, et c'est la débandade. Et on sait comment ça se passe, c'est pas nouveau, c'est que d'autres discutent, ceux qui exercent d'autres pouvoirs, discutent comment on organise ça, comment on prépare 2019 ou l'après 2019, avec ou sans Bouteflika, on ne sait pas. Il y a des désaccords, il y a des divergences sur la conduite à tenir, sur la marche à suivre, comment on organise tout ça. Et quand on n'arrive pas à trouver des arrangements, ça a toujours fonctionné avec un arrangement. Il y a pendant longtemps des arbitrages qui sont assumés soit par le chef de l'État, soit par un autre chef qui n'est plus le cas. Disons-le, c'était Toufer qui jouait ce rôle. Avant, c'était l'Arbi Belkher qui manageait. Il y avait un management à l'intérieur du système. Attention, tu vas être convoqué par Antara, ce que tu viens de dire. Non, je parle des gens qui ne sont plus... Il parle du passé, non, ça va. Il y avait quand même un management. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où on discute pour trouver un arrangement en douce. Et quand une telle crise éclate, c'est la crise qui déborde un peu la maison du pouvoir. On n'arrive plus à contrôler. On peut négocier par tempête interposée, par député interposé. Ça se faisait par mobilisation interposée il y a quelques années. Mais pourquoi, Abed Sharif, selon vous, on voudrait faire partir le président de l'Assemblée? Pourquoi le faire partir? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est pas lui qu'on veut faire partir. On veut pas faire partir, ou là on veut affaiblir, on veut faire pression sur le réseau auquel appartient Bouhadja. Lui, c'est l'expression civile, disons soft, d'un réseau, de groupes, de lobbies. Et donc, on découvre 2 semaines plus tard que ce réseau a un autre étage qui s'appelle Tartak, et peut-être d'autres gens aussi, donc, qui sont au cœur du pouvoir. Donc, moi, ça me ramène à vous avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est une crise institutionnelle? Ça me rappelle la boutade qu'on prête à Farhat Abbas quand, le 19 juin 1965, son chauffeur inquiet est venu lui dire, le réveillant en pleine nuit, je crois qu'il y a un coup d'État.
il lui a répondu va dormir, il faudrait qu'il y ait un État pour qu'il y ait un coup d'État. Et donc là, une crise institutionnelle, il faudrait qu'il y ait des institutions qui fonctionnent pour qu'on dise qu'il y a une crise institutionnelle. Le pouvoir est géré en dehors des institutions. La constitution actuelle, aussi mauvaise soit-elle, aurait pu régler le problème si les gens s'étaient limités à un minimum de légalisme. Donc, revenir à un minimum de légalisme, c'est se rendre compte que on ne peut pas dégommer le président de l'APR. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution le dit, donc voilà, on respecte les règles. Et donc, on entre dans un engrenage légaliste qui est extrêmement dangereux. Donc là, on joue sur plusieurs tableaux. On présente les choses comme étant institutionnelles ou légales, alors qu'elles ne le sont pas. C'est exactement comme l'affaire du journaliste de Nahar. On arrête un journaliste, donc un journaliste normal dans n'importe quel pays du monde dénonce, ou là, il prend position, il défend la liberté de la presse, etc. Mais si tu as la conviction que cette affaire est de bout en bout, elle fait partie d'une opération politique qui a des objectifs sans rapport avec la presse. Ça donne un autre regard. Et donc là, on est exactement dans le cas Bouhadja, dans le cas de l'affaire du journaliste Nahar. On n'est pas dans une situation normale pour regarder les choses de manière normale. Il faut les voir telles qu'elles sont. D'ailleurs, lui-même, il dit, à un moment, il y a un article, l'un des premiers articles dans TSA où il dit qu'il va donner sa démission. Il parle même pas de légalité. Quand il dit qu'il a changé d'amis, il dit j'ai reçu un coup de fil, un émissaire, voilà, qui m'a dit. Un président d'Assemblée nationale, voilà. S'il se réfère à la Constitution, il dit je suis élu pour la mandature. Même pas le président de la République n'a je, pas le droit de le je refuse donc. Pourquoi parler d'institution, mais pourquoi parler dans ce cas-là de constitution alors? Si on admet qu'il n'y a ni État ni institution, alors à quoi sert la constitution? Mais ça ne sert à rien. Si elle servait à quelque chose, non, parce que tu m'as répondu, si la Constitution servait à quelque chose, l'article 102 aurait été appliqué depuis au moins avril 2013 et le président Bouteflika serait parti. Oui. Si vous voulez, moi je pense que l'explication... La demande des députés est illégale. Elle est très claire. C'est-à-dire en termes de droit... Alors, dites une phrase. Ceux qui font la loi font une demande illégale. Ils font une demande illégale. Voilà. C'est-à-dire on est dans la... Et puis moi, je veux remarquer, c'est que ça a été subi. Une semaine avant, la paix, Bouhadja, on avait les louanges de Bouhadja partout chez les députés. Et puis subitement, on veut le dégommer, on parle de soi-disant mauvaise gestion. Non, ça ne tient pas. Moi, je pense qu'il faut faire un zoom arrière pour essayer de peut-être, je vous suggère un scénario d'explication, mais bon, il vaudra ce qu'il vaut. Depuis le creux de l'été, au Café Presse Politique, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a eu l'affaire d'Oran, il y a eu des responsables des services de sécurité qui sont tombés. Ensuite, à la rentrée, ça a continué sur un autre registre. Il y a eu le plus grand remaniement à la tête des services de sécurité, de l'armée, de l'état-major, des forces militaires, etc. Aujourd'hui, la crise est en train de se déplacer dans d'autres institutions. L'Assemblée nationale, c'est une institution importante. Alors, nous, on s'est toujours posé la question, qu'est-ce qui peut faire dérailler le scénario fou du 5e mandat? Et puis, on était plus ou moins d'accord, sauf Hassan. Attendez. Il y a plein d'organisations qui soutiennent le 5e mandat, qui ont appelé, le Premier ministre y appelle, etc. Le projet existe, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. La question... y compris Bouhadja. Oui, non. Hassan, le scénario existe. Si vous permettez. Le scénario existe, le problème n'est pas là. On se posait la question de savoir si tout le monde était en ordre de marche autour de ce scénario. Et moi, je me permets de rappeler une réserve que j'avais depuis le début. Je me disais, ce scénario a démarré trop tôt cette année, c'est pas normal. Cette fois, c'est pas normal. D'habitude, on attend, quand tout le monde est plutôt d'accord, on est tranquille. Et on a l'impression qu'il y a un passage en force parce que c'est parti très tôt et qu'on a commencé à acheter des ralliements beaucoup trop tôt. Et donc, on a le sentiment que les partisans du 5e mandat, la présidence, Saïd Bouteflika, pour aller un peu dans l'incarnation,
voulait accélérer pour éviter que les résistances ne s'organisent, ne se manifestent. Et ce qui s'est passé cet été, c'est une désorganisation des résistances. Quand on regarde un petit peu, aujourd'hui, c'est en train de se remettre en place. On a dispersé les lieux où il était possible d'organiser une résistance. Et voilà. Et aujourd'hui, peut-être que cette course contre la montre est en train de se rééquilibrer. C'est-à-dire que ceux qui peuvent organiser une résistance, et aujourd'hui ça se dit de plus en plus qu'il y a une erreur tactique, je termine rapidement, tactique, qui était celle peut-être en envoyant à la maison beaucoup de généraux, peut-être de recréer une connexion avec ceux qui ont été renvoyés un peu plus tôt, le général Toufiq, et d'autres, pour dire, ya Jama'a, oui, enfin, on se retrouve tous sur la touche, c'est en train de partir on s'organise, et ces gens-là conservent une influence. Ces gens-là conservent une influence qui peut s'appeler Tartag, qui va rester neutre. D'où l'explication de le faire sortir du... Qui peut s'appeler Bouhadja, qui peut rester... Voilà. Curieusement, on a vite oublié... Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la lecture qu'on pourrait faire de tout ce qui est en train d'arriver, c'est que ceux qui n'étaient pas totalement emballés sur le cinquième mandat, qui n'ont pas eu le temps d'y réfléchir, qui pensaient que ça se ferait pas, et qui ont été pris de vitesse par le coup d'avance qu'a pris la présidence et les partisans du cinquième mandat, sont en train de s'organiser. On verra si c'est vrai dans les prochaines semaines, mais ça y ressemble beaucoup. Sauf qu'il faut observer que quand même Saïd Bouhadja a soutenu le cinquième mandat, et donc il ne fait pas partie d'une résistance éventuelle. Il faut peut-être passer à une autre lecture. Soit on considère que malgré son soutien, il n'est pas sûr, ça devient une autre lecture. Hein, mais sur le fond, Saïd Bouhadja est comme tout aussi partisan du cinquième mandat que Ould Abbas, que Yahya. Il ne fait pas de différence sur ça. Donc, ça crée... Hein? Mais moi, je ferais remarquer comme une chose, que dès le départ, les partisans n'appelaient pas un cinquième mandat. L'élément de langage disent la continuité. Et si on accorde de l'importance à leurs propos, il faut relever quand même cette nuance. Ouais, mais attends, je vais quand même préciser cette histoire de... En fait, tu as même Blayat qui te dit... ce n'est pas le cinquième mandat, c'est le premier mandat. Non, attends. Quand on parle de continuité, c'est continuité Bouteflika. Ne cherchons pas trop à entrer dans des lectures qui me paraissent pas... Non, la question, en fait, ça reste toujours... Quel est l'état de santé réel de Bouteflika? Est-ce que ce n'est pas cette raison qui est en train de précipiter un peu tout cette... Pour ce qui est de l'état de santé de Bouteflika, moi qui l'ai vu à Ketchawa, en personne, moi j'ai fait le déplacement parce que moi je n'ai pas de gorge profonde. Je ne sais pas, moi je suis allée, je me suis réveillée très très tôt, je suis descendue, j'étais là-bas à 7h du matin parce que je voulais le voir de mes yeux. C'était le 11 avril, c'est ça ? Le 11 avril 2018, il a fait l'inauguration en grande pompe et je pense que c'était la grande décision du cinquième mandat, cette grande inauguration, etc. J'ai été sidérée. Moi, je pensais que c'était un homme parce que je voyais toujours les images à la télévision d'un mort comme ça, etc. J'ai reçu un choc physique. Je l'ai vu arriver, il était devant, dans la voiture, il était devant, il n'était pas derrière. Et c'était un homme qui avait une force en lui, qui regardait les gens, qui les cherchait du regard, qui était très présent et qui cherchait les gens un par un. Donc, pour rejoindre ce que disait Saïd, moi, à ce moment-là, le cinquième mandat était vendable. Voilà. On est en avril, et peut-être que depuis, il est moins vendable parce que ça c'est avril, c'est date. En fait, pas la semaine dernière. Le cinquième mandat n'est perturbé que par l'état de santé de Bouteflika. Moi, je suis convaincu. Maintenant, ce qui se discute à l'intérieur du régime, c'est après Bouteflika. Ce qui se passe, à mon avis, autour de Tartag et de Bouhadja, etc., et une projection sur l'après Bouteflika, pas sur le cinquième mandat. Oui, je reprends ce que dit Saïd, mais de manière un peu plus ramassée. Qu'est-ce qui peut empêcher le cinquième mandat, en fait? Concrètement, deux hypothèses. Un, la disparition du président Bouteflika. Et deux, un accord sur la succession.
un accord sur la succession est extrêmement improbable. Et en plus, il y a dans le cercle des gens qui sont dans la décision, ils ont passé un deal avec le président Bouteflika, ils vont le laisser en poste jusqu'à la fin. Donc, pas d'accord avant sa disparition. Donc, la seule possibilité pour qu'il n'y ait pas de 5e mandat, c'est la disparition du président Bouteflika. Et encore une fois, moi, je vous invite à prendre les déclarations des gens au premier degré. Hein. Quand Bouhadja dit « on m'appelle de la présidence », Bedda, quand il dit « on m'a appelé de la présidence et on m'a dit », c'est vrai, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est pas les mêmes. Le président n'existe pas. Ouais. Ce sont des groupes qui sont là et qui appellent. Il faut les prendre au premier degré. Ceux qui appellent Bedda et l'autre ne sont pas. Vous savez, la formule la plus choquante utilisée par Bernard Bajolet, quand il a dit « je ne demande pas à ce qu'on les débranche ou là à peu près Hagdak ». Même si c'est du négatif, c'est terrible. C'est affreux ce qu'il dit. C'est affreux. Mais on va dire que le pays, on est arrivé là. Ouais, ça fait très mal. Deux choses. Une peut paraître un peu anecdotique, c'est l'université d'été du FCE qui est passée inaperçue. Aucun ministre. C'est un événement. Comme on sait quand même, le FCE est un des acteurs clés dans le dispositif, jusque-là en tout cas. Et le financier aussi. Pas que financier, parce qu'il y a l'argent, il y a partout. Hein. Mais en tout cas, en termes de mobilisation, des rabatteurs de voix et tout ça et tout. Et aucun ministre n'a été invité, parce qu'on leur a dit de ne pas inviter le gouvernement. L'université d'été devait avoir lieu à Alger, ils l'ont délocalisé à l'Oued. Et c'est même pas le Walid El-Oued qui est parti, il a envoyé son secrétaire général. C'est un peu anecdotique, mais ça peut... à décrypter. Voilà. Deuxième chose, dans les sciences politiques, nous enseignent une chose. Il n'y a pas un scénario écrit d'avance, préétabli, et ça se passe comme ça jusqu'au bout. Ça s'écrit au jour le jour, et tous les acteurs, malgré leur position de pouvoir, tiennent compte des rapports de force. Ils ne peuvent pas, c'est pas des euros, c'est pas... Qadi Hassan prête un pouvoir énorme à Saïd Bouteflika, je ne suis pas d'accord. Et c'est des groupes, c'est un système où une seule personne ne peut pas jouer quand même le super puissant. Bouteflika, au sommet de son pouvoir, il tenait compte des rapports de force à l'intérieur, il tenait compte de ce qui se passe dans la société. C'est à partir de là. Sinon, pourquoi on demande au service de sécurité d'établir des rapports, de nous dire qu'est-ce qui se passe à Tizi Ouzou, à Oran, dans le sud et tout. Il tient compte de tout cela. C'est des rapports de force. Et les rapports de force évoluent, c'est-à-dire le groupe qui est puissant aujourd'hui, il ne peut pas l'être demain. Et c'est pour ça que, au niveau des députés, ils se disent bon, il n'y a pas de visibilité. Ce rapport de force, on le constate au jour le jour, au quotidien, il faut tenir. C'est un article, on doit lui dire tiens encore quelques jours et puis on verra comment ça va se terminer. D'ailleurs, Saïd Bouhadja leur a demandé d'exhiber les signatures, ils n'ont jamais voulu. Voilà. Ils veulent pas montrer les signatures. Mais en tout cas, il faut juste rappeler un truc. Et ça, surtout à l'adresse de Bouhadja, ce qui pose problème dans ce pays, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les opposants, ce n'est pas les activistes de Facebook. Ce qui pose un désordre, ce qui provoque un désordre au sein du pouvoir, c'est la maison elle-même. Il y a un problème sérieux dont on ne sait pas où ça, on sait quand ça commence et on ne sait pas où ça se termine. Cette histoire du journaliste du site proche de Nahar ou l'appartenant à Nahar révèle y compris une possible divergence à l'intérieur de la boîte. Tout à fait. C'est-à-dire que dégommer Tartak, ça suppose qu'on utilise quelqu'un d'autre pour dégommer Tartak, quelqu'un de la maison, ou de la périphérie de la maison. Et dans ces institutions-là, c'est extrêmement grave quand il y a des conflits. Ouais, ça envoie une très mauvaise image à l'étranger, donc les services de sécurité algériens qui ne savent pas. L'image, on peut se le passer. Enfin, c'est vrai, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais. La question qui va se poser, c'est que est-ce qu'on va encore parler de Bouhadja au prochain CPP?
En tout cas, lui, il multiplie les prises de parole, les interviews. Il vient de rencontrer Naïma Salhi, la députée, et il lui a dit quelque chose de très joli, en tout cas, en parlant de Ahmedou Yahya. أيعقل وأنا رجل رقم 3 في الدولة يزيحني رقم 0 في الدولة هزلت والله. Voilà. On termine sur ce. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Et merci à ceux qui réalisent cette émission, à la réalisatrice Soumia Frikali et le caméraman Ahmed Belrit. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.